Bonjour Laurie Darmon. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler de vous aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Un petit peu sous toutes les coutures. On va essayer de faire ça. Vous êtes notre invité principal, mais c'est marrant parce qu'il n'y a pas si longtemps que vous étiez en coup de cœur. Comme quoi le chemin a été parcouru et quel joli chemin. Beaucoup de projets, on va en parler, mais avant, pour s'imprégner de vous, musique. De quel Orient nous parle-t-elle ? La jolie dame au souvenir, quand elle raconte sa jeunesse sur le vieux port d'Alexandrie. Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient à chaque bal sur chaque plage, où tout ensemble elles se rendaient. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil. De quel Orient nous parle-t-elle quand elle évoque ses grossesses? 4 bambins providentiels, élevés presque à l'aveuglette. Ses yeux bleu vert n'ont pas encore. L'exil de Laurie Darmon sur Radio J. Laurie, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'exil des Juifs d'Orient, ceux du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie dont vous avez les origines aussi, mais moins de celui d'Égypte. Merci de nous le rappeler, vraiment, parce que il est très méconnu. Et cette chanson douce est consacrée alors à votre grand-mère maternelle égyptienne. Parlez-nous d'elle. Eh ben, elle était assez, très famille, mère poule de ses 6 enfants. Elle en a eu 4 en Égypte et 2 en France. Et en grand-mère, c'est une femme avec qui j'ai passé énormément de temps, mais qui était très secrète à la fois. C'est ça qui m'a toujours beaucoup fascinée chez elle, c'est qu'elle se faisait passer en dernier dans une grande famille, elle incarnait parfaitement le modèle, on va dire, de l'époque, où elle était très en attente après son mari, très à l'écoute après ses enfants, etc. Et il me semblait voir que le soir, une fois que tout le monde était couché, elle était beaucoup plus dans sa vie à elle, dans son moment à elle, et ce mystère qu'elle cultivait fait que j'avoue que j'avais envie d'écrire sur elle. Depuis longtemps déjà, je me suis dit, quand moi j'ai commencé à devenir une femme, je me suis demandé à quel point qui elle était allait influencer qui je deviendrais. Je voyais bien que moi j'allais vers la modernité qu'elle n'avait pas du tout, que je ne m'étais pas mariée à 18 ans, je n'avais pas déjà des enfants, et que j'étais très libre et indépendante, très loin des discours qu'elle tenait, et à la fois il me semblait qu'elle avait une indépendance qui lui était propre. Et donc j'ai eu envie de m'intéresser à elle, à sa jeunesse, à comment on vit en exil, qu'est-ce qu'on laisse là-bas, qu'est-ce qu'on amène avec soi, et à quel point ça influence les générations qui arrivent après. Donc c'est aussi une quête personnelle en fait, cette chanson, et le fait d'avoir écrit sur elle, c'était pour comprendre des choses sur moi aussi. Alors, on va parler de votre quête personnelle au travers de vos divers titres que vous avez sortis, mais encore un peu sur votre grand-mère. On a envie d'avoir son prénom, de rentrer un peu dans son intimité. Qu'est-ce qu'elle vous a vraiment raconté plus profondément de son histoire, parce que vous caressez seulement sa vie dans ce titre, l'exil, tout en pudeur aussi. C'est vrai, mais en fait, je caresse sa vie au même titre qu'elle caressait la sienne. Et elle ne disait pas, elle ne racontait pas grand-chose en fait. Et même quand je lui ai mis les photos sous les yeux, elle raconte des choses, mais pas des choses hyper précises, ou alors c'est des détails qui ne sont pas historiques. Vous voyez, c'est pas des choses hyper importantes, constituent
perspective de l'exil. Et elle va raconter que ils allaient au bal masqués, qu'ils allaient faire du patin, que elle me dit, j'ai des extraits vidéo parce que je l'ai filmé quand je lui ai montré les photos et tout ça. Elle me dit, voilà, là le dimanche, on allait là, on faisait du patin, c'était des journées hors le temps. Voilà, c'est une femme qui s'appelait Sheila, qui est partie qui est partie 1 an après que j'ai composé la chanson, donc en 2018. Et en fait, je dois avouer que sur l'exil, elle est restée très silencieuse. Donc la chanson caresse vraiment quelque chose de la même manière qu'elle le faisait. Je crois que c'est trop douloureux pour le prononcer. Et elle disait simplement Once Upon a Time. Voilà. C'est très joli comme phrase. Pourquoi vous sortez ce titre maintenant ? Alors je l'ai gardé longtemps, c'est vrai. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'il me semblait que c'était enfin le moment. Pourquoi ? Parce que j'avais fait le podcast. Je savais qu'il fallait que quand je sortirais ce titre, il y ait quelque chose qui vienne l'entourer. Un fil rouge. Exactement. Et je n'avais pas encore trouvé le format. Et il y a 1 an, j'ai eu cette idée de podcast et il était enfin prêt. Et j'avoue que j'ai eu envie de sortir ce podcast au moment, quand même, avec une deadline qui était les présidentielles, puisque je trouvais que avec tout ce qui se passe et des sujets qui sont importants quand on est pendant des élections présidentielles, ce podcast devait résonner. Voilà. Alors, on va parler de ce podcast tout à l'heure, bien sûr. L'occasion quand même de poursuivre un petit peu dans cette histoire d'exil dont vous nous parlez au travers de votre grand-mère. Rappelez quand même un petit peu d'histoire. En 1956, au lendemain de la nationalisation du canal de Suez, c'est tous les étrangers, dont les Français qui vivaient en Égypte, qui ont été contraints de quitter soudainement le pays dans lequel ils avaient construit toute leur vie. Et parmi eux, il y avait donc votre grand-mère, votre grand-père, leurs 4 enfants, avec une valise à la main. Exactement. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est tout à fait ça, et c'est pas une histoire qu'on nous a vraiment racontée. Ça, je le reconstitue longtemps après. Est-ce que votre maman est née en Égypte ? Ma mère est née en Égypte. D'ailleurs, dans la pochette de la chanson L'exil, j'ai mis une photo de ma grand-mère avec ses 4 enfants, et en fait, dans ses bras, c'est ma maman qui était tout bébé, donc elle est partie il y a quelques mois. Est-ce que vous avez pu aller en Égypte et est-ce que votre grand-mère a pu y retourner ? C'est toujours la question du retour. C'est vrai. Alors, ma grand-mère y est retournée, pas énormément, mais ils y sont retournés parce que sa meilleure amie est restée vivre là-bas encore un temps. Et ma mère y est retournée aussi, mais dans un cadre plus de vacances. Moi, je n'y suis jamais allée. Tout simplement. C'est une envie, peut-être, d'aller chercher vos racines, justement, au plus proche du terrain, comme on dit. Votre maman s'appelle Danielle, elle est pas très loin de nous, d'ailleurs, dans la régie juste à côté. Et vous le disiez, donc, votre grand-mère a eu 6 enfants. Et puisqu'on parle de filiation, on va découvrir la vôtre, votre histoire à vous, Laurie. Dans cette émission, on va retracer votre parcours et alors je crois que c'est quand même vous qui le faites le mieux avec votre titre Février 91, date de votre naissance. Février 91, naissance dans le 15e, pas de souvenirs véritables. Des photos, beaucoup, quelques films de famille, une ambiance, une époque. Ses cheveux courts à elle, ses cheveux longs à lui, leur chemise ample, leur visage si jeune. Les couleurs argentiques, les montages qu'il aime faire, les images et la musique. Été 92, Metapunto. Été 93, petit garçon venu agrandir la famille. Deauville en août, emménagement à Courbevoie. Emménagement à Courbevoie. La suite continue, mais je l'ai cuté, comme on dit, juste un petit peu avant la suite, parce qu'après, votre histoire de vie continue. Et je voulais qu'elle s'arrête là pour un petit moment. L'occasion de rester sur ce parcours-là. Laurie, aujourd'hui, vous avez 31 ans. Vous avez un frère. Vous êtes la fille de Norbert et Daniel, que vous évoquez donc dans cette chanson. Votre maman, à qui vous ressemblez beaucoup, d'ailleurs. Vous avez grandi à Courbevoie. Votre papa était dans l'informatique, mais il composait après le travail. Et petite, vous vouliez être directrice d'école. Que faisait votre maman et que fait-elle encore, si c'est le cas ? Elle a pris sa retraite il y a 1 an, mais elle était directrice marketing chez Flammarion, dans l'édition. Et mon papa, vous m'avez demandé mon papa ou pas ? Votre papa dans l'informatique. Exactement. Et alors, l'occasion de voir que le parcours des deux a influencé votre vie, un papa dans l'édition, l'écriture, et votre maman chez Flammarion, l'écriture aussi, la musique du côté aussi de votre papa. Et alors, pour vous, la musique, elle vous a frappé assez tôt, il me semble. Vous chantez depuis toute petite. À vos 5 ans et demi, vous étiez déjà sur scène, à la télévision, à l'école des fans, où vous chantiez « Ouvre-moi la porte » d'Enrico Macias.
formidablement bien. Tu chantes très juste. Quel âge tu as? 5 ans et demi. Et vous avez entendu cette voix? Et puissamment aussi, elle chante avec puissance. Non, elle chante avec puissance et tout. Alors là, on entend, vous avez l'aval d'Enrico Macias. C'est quand même fou. C'était en 96. Jacques Martin et Enrico étaient là. Enrico invité d'honneur. Il vous encense. Est-ce que vous avez les souvenirs de ce moment qui est peut-être le début de tout? Je ne sais pas, vous allez nous dire. J'ai des souvenirs très précis de ce moment, notamment dans les coulisses. Je me souviens qu'on était tous sur un petit canapé assis avec, il y avait un piano et donc le pianiste qui nous faisait chacun répéter chacun notre tour et Jacques Martin qui arrive dans la pièce et qui nous demande un peu comment ça va. J'ai ce souvenir-là visuellement. Après, j'ai effectivement des souvenirs de l'attente parce que moi j'étais la dernière à passer. Oui. Et donc on est assis sur des petits cubes et je me souviens que je montais, je descendais, je regardais les autres enfants. Il y avait une petite fille habillée en rose. J'aurais rêvé de m'habiller comme ça, mais ma mère avait voulu que je m'habille de manière beaucoup plus moderne. Aujourd'hui, avec du recul, elle avait raison. Donc voilà, j'ai ce genre de souvenirs-là. Après, je me souviens aussi que je voulais pas du tout qu'on chante avec moi. J'avais envie que ce soit mon moment, alors que j'étais quelqu'un de très timide pourtant. Mais je me souviens que tous les autres enfants, il y a leurs parents qui sont venus les accompagner, etc. Moi, il en était hors de question. Et à la fin, d'ailleurs, Jacques Martin m'avait fait chanter et Enrico Macias est venu pour chanter à côté de moi. Et je me souviens très bien que je ne le regardais pas. C'est rigolo sur la vidéo. Et je voulais pas du tout qu'il soit là. Et il y a son petit-fils qui est monté, qui s'appelle Simon, qui fait de la musique aujourd'hui. Qui est votre ami? Et qui est mon ami. Et c'est rigolo qu'on parle d'eux parce que je vais chez eux tout à l'heure. Enfin, je vais voir Enrico Macias et Simon pour enregistrer le podcast, justement. Incroyable. Eh bien, écoutez, c'est marrant qu'on rappelle cette anecdote. Et donc, du coup, j'imagine que vous avez revu Enrico depuis. Oui. Et que vous avez dû en parler de cet épisode. Je lui ai montré. C'était il y a 2-3 ans. Je lui ai montré, justement. Et c'était rigolo. Il m'a dit, ça, c'est incroyable. Il se souvenait pas, évidemment, normal. Mais il avait pas fait le rapprochement, je veux dire. Mais enfin, c'est drôle, quoi. Le monde est petit. Le monde est petit et le monde tourne rond, comme on dit. Dans la salle, il y avait vos 2 grands-mères. Est-ce qu'elles ont encore une importance importante dans votre vie? Parce que c'est vrai que quand on se rappelle de l'école des fans, il y a le papa, la maman, frère, sœur. Mais les 2 grands-mères, c'est moins évident. Mes 2 grands-mères, elles ont été très importantes pour moi, en effet. Mais ça s'est passé dans le silence, je dirais. J'avais pas cette relation où je leur raconte tout. C'était pas comme ça. C'était plus silencieux, mais elles me fascinaient beaucoup l'une et l'autre parce qu'encore une fois, très différentes de qui j'étais en train de devenir. Et je me demandais à quel point la femme que je poursuivais, que j'avais envie de devenir, était une femme qu'elle respectait. À quel point elles avaient du respect pour cette femme-là qui est beaucoup plus indépendante. Et ça m'a souvent beaucoup questionnée. J'ai un point commun principal avec les 2, qui en ont un aussi, c'est drôle. Elles se faisaient des teintures rousses. J'ai fait la même chose. Vous avez gardé ça. Voilà. Elles étaient toutes les 2 très coquettes. Après, on avait plein de choses qui différaient beaucoup. Mais elles ont toujours été de grands soutiens pour moi. Avoir une petite fille qui chante, c'était quelque chose d'important pour elles 2. Et elles m'ont souvent demandé, est-ce que ça y est, t'es arrivé, t'as réussi, ils t'ont dit OK à la télé pour que tu passes? Tant que je ne passais pas à la télé, ça voulait dire que ça ne marchait pas. C'était pas encore OK. C'était trop mignon. Côté caractère, quand vous êtes petite, Laurie, vous êtes chippie, coquine, la tête ailleurs, mais aussi discrète, réservée, timide, avec les joues qui rougissent vite. Peut-être que ça s'est arrivé un peu plus tard, vous allez nous le dire. Et au cœur de votre identité, quelque chose à la fois de l'enfance aujourd'hui qui s'est un peu éloigné. Est-ce que c'est ça aussi que vous voulez exprimer dans votre musique aujourd'hui? Je pense en effet qu'il y a quelque chose comme ça de cette où s'en va l'insouciance et l'innocence et comment est-ce que quelque part on la maintient aussi. Je crois que juste le fait de faire de la musique me fait expérimenter ou retrouver de nouveau ce truc un peu spontané, primaire, qui s'en va beaucoup quand on grandit, et après lequel je cours énormément. Et à la fois, quand je fais de la musique, je dois écrire, et cette écriture, elle me demande d'être beaucoup plus cérébrale, beaucoup plus réfléchie, beaucoup plus posée. Mais c'est vrai que j'ai souvent écrit sur ça, sur pourquoi perd-on son insouciance et comment réussit-on à la retrouver? Est-ce qu'on la retrouve d'ailleurs? Ça, c'est une grande question. Vous parlez de beaucoup de choses dans votre musique. Je vois le temps qui passe et qui me stresse d'ailleurs parce que j'ai tellement de choses à évoquer avec vous. Vous faites des études, vous évoluez, vous avez le brevet mention très bien.
Mais une période de votre vie sur laquelle j'ai envie qu'on s'attarde un petit peu, le lycée vous fait un peu mal. Le lycée, c'est la routine, c'est un tourbillon sans issue, une concentration impossible. Vous faites une fugue, en tout cas ce que vous dites dans un de vos textes, et une psychothérapie très courte, 1 mois. Le piano vous aide à tout ça, à oublier quoi ? À oublier le fait que je m'accroche trop fort à certaines personnes, ce que beaucoup d'adolescents connaissent finalement. Je vis des amitiés fusionnelles qui font que je me perds, moi. Et à cet âge-là, je vois que autour de moi, en tout cas, on comprend pas nécessairement qu'est-ce que c'est. Or, moi, je vis des douleurs qui me détournent du sérieux avec lequel je travaillais. Ça me poussait effectivement parfois à ne pas aller en cours. Enfin, ça gouvernait tout. Et c'est ce truc-là qui évidemment a fait que j'ai commencé à écrire. La musique m'a beaucoup sauvée à cette période-là parce que je me suis réfugiée dans autre chose. Et c'est vrai que j'ai eu envie d'écrire beaucoup là-dessus, surtout après, avec le recul. Aussi, à cette période-là, qu'est-ce qui se passe pendant le lycée ? C'est que commence une anorexie mentale qui va durer longtemps et que je mets longtemps à comprendre. Mais quand je reparle de tout ça aujourd'hui, c'est vrai que c'était douloureux et tout ça, mais en même temps, c'est un chemin. C'est un chemin, c'est des épreuves auxquelles on est confronté et avec du temps, on comprend pourquoi on y a été confronté. Et quand on les surmonte, c'est très riche ce qu'on vit, ce qu'on a vécu finalement. Ça vous fait avancer, évoluer, devenir femme aujourd'hui. Il y a eu cette petite transition entre votre premier EP, Mesure Première, premier album qui a suivi, février 91, et puis ensuite le deuxième album, Femme Studio. C'est un tournant pour vous, une reconnexion avec votre corps, votre féminité sans doute. Vous allez nous le dire, mais d'abord, la transition, l'anorexie mentale, une petite explication sur ce que c'est, comment vous l'avez surmonté et quels conseils vous pouvez donner. C'est très important ça. Bien sûr. Alors comment je l'ai surmonté, déjà j'ai mis longtemps à comprendre effectivement ce que c'était, puis un jour je suis tombée sur une 4e de couverture où il était écrit ce mot et les symptômes décrits. C'était plutôt dans un roman de Delphine de Vigan qui s'appelle Jour sans fin. Ça, j'ai compris ce que c'était. J'ai commencé une psychanalyse et j'ai compris, pour vous la faire assez rapide, que tant que je ne prendrais pas ma place à moi dans le monde, je ne prendrais pas de place tout court physiquement. Et moi, je poursuivais des études, quelque chose d'un peu plus conventionnel et classique. Et en fait, du fond de moi, j'avais des envies qui étaient vitales, qui étaient celles de l'expression, donc plus créative, plus artistique. Et il fallait exaucer ça. Ma sécurité à moi, ça allait être d'exaucer ça, pas de poursuivre un métier qu'on dit sécuritaire. C'est intéressant de le comprendre. Et alors, comment vous avez réussi ça ? Est-ce que vous pensez que c'est la musique, vos écrits qui vous ont sauvé de tout ? Je pense qu'en effet, en tout cas, le fait d'avoir mis ça en premier, c'est-à-dire en avant, en priorité, ça m'a déjà beaucoup aidé quand après mes études de droit, quand j'ai fait de la musique. Mais ça n'a pas suffi. Ce qui m'a ensuite vraiment guérie, c'est quelques années plus tard, après avoir déjà commencé la musique, en me confrontant à ce qui est le pire pour quelqu'un qui fait de l'anorexie mentale, c'est-à-dire une liberté totale, une absence totale de repères. Et dans cet inconnu, face à cet inconnu fou, donc j'ai quitté en fait mon entourage professionnel, j'ai quitté la personne avec qui j'étais à ce moment-là, enfin j'ai un peu tout quitté, j'avais plus de repères et face à ça, il y a la naissance, plus que la renaissance, la naissance simple du désir et de la légèreté qui est venue m'habiter. Et ça, c'était incroyable. Voilà. Vous avez déconstruit pour mieux reconstruire. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Donc ce tournant, on va quand même écouter un petit medley du deuxième album, Plus libéré, si vous le voulez bien, tout de suite sur Radio J. Et puis je danse, 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 danse. Et tu viens, 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 viens. Je me laisse aller avec toi, 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 toi. On bouge, on bouffe, on boit, on paie, 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 paie. Demain on s'en souviendra plus. Et puis après ce sera trop tard. Laisse-moi t'aimer. L'amour, te le montrer au grand jour. Comme que tu bouges devant moi, que tu te déhanches devant moi, que tu bouges devant moi, que tu te déhanches devant moi, que tu bouges devant moi, que tu te déhanches devant moi.
medley de vous, Laurie, ce medley donc sur votre deuxième album Femme Studio. C'est le dernier album, mais il y a eu des EP entre-temps. EP dont vous allez nous parler, 15 minutes 41, où vous incluez le single Ciel érotique avec Benjamin Sixou, qui est un ancien candidat de Nouvelle Star. Est-ce qu'il y a vraiment ce changement en vous et comment vous passez le cap ? Alors, par rapport, vous voulez dire ce changement en vous C'est-à-dire que la première partie, c'est l'insouciance, avec quelque part cette enfance, ces complications intérieures, physiques, et puis le côté beaucoup plus opposé, qui est le côté plus libéré. Ouais. Bah ça, c'était vraiment fou à vivre en fait. Ça a été si fort à l'intérieur, un peu comme un tremblement de terre, je dirais, un accouchement de moi-même. Que je n'ai pas été inspirée par autre chose que le dire, et donc qu'un rythme qui était soudain beaucoup plus dansant. Et ces rencontres, j'imagine aussi. Oui, complètement. Et du coup, c'est vrai que c'est comme ça que s'est fait ce deuxième album qui était complètement qui était inattendu, puisque j'avais déjà composé L'Exil. En fait, et moi je pensais que j'allais sortir L'Exil, je m'étais déjà intéressée à ce thème, j'avais interviewé ma grand-mère, et là soudain c'est venu m'habiter, cette renaissance était très forte et m'a inspirée sur un plan créatif aussi. Et alors l'envie de suggérer aussi plusieurs autres thèmes qui vont venir, des sexualités différentes avec Stéphane et Stéphanie, que tu te déhanches devant moi, sans volonté de choquer, mais juste pour dire que ça existe aussi, et des amitiés comme avec Julia Layani ou Élise Goldfarb, plusieurs réactions. Brièvement, on va parler de ça avant de passer à la suite de l'émission. J'ai envie de connaître les réactions des gens autour de vous justement sur ces thèmes. Alors ils ont été assez surpris, peut-être, c'est vrai au début, et en même temps tous, beaucoup m'ont suivi. Je me souviens que quand j'ai composé tout ça, c'est sorti comme ça, mais j'étais un peu comment vont le prendre les gens, notamment ma famille plus que mes amis, parce que mes amis je sentais qu'ils auraient peut-être envie de danser là-dessus. Et puis finalement, en fait, j'ai été très suivie, et j'ai surtout été plus suivie encore. Donc ça a été pour moi aussi une surprise et quelque chose de réjouissant, évidemment. Donc les réactions étaient plutôt bonnes. Il y a eu effectivement de la surprise, mais en même temps, je crois que les gens étaient quelque part, il y avait quelque chose chez moi qui disait qu'ils s'y attendaient un peu. Voilà, on me le disait souvent. On va voir si on s'attend à la suite tout de suite avec vous, Laurie Darmon, dans cette émission, auteure-compositrice de son titre L'Exil, qui a fait naître le podcast Exil, dont nous allons parler dans un instant, ainsi que du show Corps à Cœur le 12 mai prochain au Grand Rex. Tout de suite, nos chroniqueurs nous rejoignent, mais maintenant, c'est le rappel des titres sur Radio J. De retour avec vous, Laurie Darmon, après cette petite escapade au théâtre qui nous a donné envie. Oui. Bien évidemment, on va aller voir ça dès que ce sera possible. On va revenir un petit peu sur votre podcast Exil, sorti il y a quelques jours. Vous interrogez de nombreuses personnalités qui ont accepté de se confier sur leurs origines, leur migration, leur exil, de pays qu'ils aimaient tant ou qu'ils n'ont jamais connus, mais dont on leur a parlé, comme vous, Laurie. À qui vous avez déjà donné la parole ? Qui est l'épisode déjà sorti, vous voulez dire ? Oui. Eh ben, il y a eu Marina Foïs, Kian Kojandi, Ibrahim Mahalouf, Rachida Brakni. Et demain, un nouvel épisode sort. On va écouter un petit teasing, si vous voulez bien, du podcast. C'est Laurie Darmon, et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Alors, je m'appelle Kian Kojandi. Je m'appelle Rachida Brakni. Lisa Azuelos. Je m'appelle Marina Foïs. Je m'appelle Ibrahim Mahalouf. Je m'appelle Gad Elmaleh. Je m'appelle Élise Goldfarb. Et Julia Layani. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs. Pour savoir où on va, on a besoin de savoir d'où on vient. Ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. Des gens venus d'un peu partout. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout. D'abord, l'exil, est-ce qu'il te poursuit toute ta vie ? Oui. En fait, tant qu'on n'est pas dans l'amour, on est en exil. C'est la philosophie des gens qui sont repartis de zéro. Et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Pour savoir où on va, on a besoin de savoir d'où l'on vient. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Laurie. Vous avez reçu plusieurs personnes, vous nous en parliez. Marina Foïs, qui vous a confié plusieurs choses. Elle vient d'une famille qui vient de partout. Elle parle notamment de ses origines russes et juives d'Égypte. Et puis, italienne et allemande. Beaucoup d'autres invités aussi. Qu'est-ce qui vous a frappé dans leurs déclarations? Qu'est-ce qui vous a marqué? Dites-nous. Souvent, ce qui m'a marqué déjà, c'est l'intimité de leurs confidences. Ils se sont beaucoup confiés, ils avaient l'air... Je voyais quelque chose qui était effectivement pas un exercice auquel ils étaient souvent confrontés, mais une envie, presque un besoin parfois, comme si ça leur faisait du bien, que ça sorte enfin. Et surtout, ce qui m'a marqué, et ça c'était vraiment passionnant, c'est ceux d'entre eux qui ne se doutaient pas du point auquel l'exil influençait finalement des choses dans leur façon d'être, de réfléchir, d'avoir construit leur vie. Et parfois, pendant certains des épisodes, on voit cette réflexion qui s'opère ou cette prise de conscience. Et ça, c'était hyper émouvant puisque moi, c'est vraiment cette prise de conscience-là qui m'a donné envie de faire ce podcast. Donc, le voir sur d'autres, et puis en plus, souvent des personnalités que j'admire, que je respecte beaucoup, c'était très passionnant. Voilà. On va justement écouter un petit extrait avec Yann Kojandi qui vous dit beaucoup de choses. On est loin de la France à ce moment-là. Mon père est retourné en Iran dans les années 90. Je crois que pour lui, ça a été une période, cet exil un peu forcé, ça a été une période de dépression lourde. Alors tu le sais pas quand t'es gamin parce que toi tu vois juste ton père qui regarde la télé toute la journée. Mais ouais, c'est une dépression assez lente et lourde pour lui. Je pense qu'il a vécu un truc assez compliqué. Il a été arraché de sa vie, quoi. Voilà, Yann Kojandi qui est, je crois, iranien de son papa, c'est ça. Germano-italien de sa maman. Beaucoup de, voilà, quand on écoute vos podcasts que j'ai écoutés, on voit en effet ce que vous dites, la volonté de se livrer. Ça n'a même pas dû être compliqué de les convaincre de jouer le jeu dans le podcast. Ça allait, non? C'est vrai que ça allait. En tout cas, une fois qu'ils acceptaient de le faire, ils y allaient à fond. Mais j'avoue que j'ai moi-même été assez surprise. J'ai été assez surprise, par exemple, pour Gad Elmaleh, c'était vraiment... je lui en ai parlé très peu, je n'ai même pas eu besoin de lui envoyer tout un pitch. Moi, j'avais évidemment écrit tout un document plus concret sur ce dont il s'agissait. Il m'a dit, mais en fait, moi, c'est une question de feeling, en fait. Et là, j'ai pas besoin de lire tout ça. Je vois en fait, je vois ce que tu veux faire et je trouve ça bien. Vous avez dit notamment, Laurie Darmon, il est intéressant de se rendre compte que beaucoup de personnalités qui sont adulées des Français sont pour la plupart métissées. Ouais. Est-ce qu'il y a une envie derrière ce podcast qui va encore plus loin que l'envie de se livrer? C'est vrai qu'en tout cas, il y a cette impression, et c'est plus qu'une impression, que on sous-estime ou on méconnaît, je sais pas vraiment quoi, mais en tout cas que plus il y a du métissage, c'est-à-dire, je veux dire par là, des origines plurielles qui se mélangent entre elles, plus il y a en tout cas un truc une richesse, un truc un peu singulier, une originalité qui naît de tout ça. Et je ne peux pas imaginer que ce truc-là ne joue pas dans le fait que beaucoup des personnalités qu'on voit en France, qu'on adore, en viennent, en tout cas laissent ce truc, soit multiples dans leurs origines. Et on le méconnaît beaucoup, puisque par exemple Marina Foïs, c'est vrai qu'on ne peut ne pas s'y attendre. Tout à fait. Voilà. Et je trouvais que c'était intéressant du coup d'en faire prendre conscience. Et c'est juste un constat, vous voyez. Et on voit après peut-être les gens sous un autre regard, le regard de leur intimité aussi qui nous intéresse. On va parler justement, on souhaite déjà bonne chance à votre podcast. Merci. Exil au pluriel qu'on peut retrouver sur toutes les plateformes. Et puisqu'on parle justement de cette pluralité, de ce qu'il y a derrière l'image souvent, que ce soit le parcours familial, les racines, on a envie de s'intéresser à autre chose aussi, un show que vous proposez avec divers artistes, Laurie, qui s'appelle Corps à Cœur. Vous avez rempli le Bataclan à guichet fermé en juin dernier. Vous organisez désormais un show hybride le 12 mai au Grand Rex qui s'appelle Corps à Cœur. Racontez-nous ce qu'il y aura dedans.
Eh ben, il y aura beaucoup d'artistes et de plein de disciplines différentes et des intervenants d'autres domaines, mais notamment des intervenants des domaines de l'image, de la représentation ou de l'éloquence. Et en fait, ils ont chacun carte blanche pour exprimer à leur manière leur rapport à leur corps et leur notion de l'acceptation de soi. C'est un thème qui me tient énormément à cœur dans un monde où de plus en plus avec les filtres et l'image et les réseaux où c'est partout, on adopte des postures et c'est très rare qu'on voit ce qu'il y a derrière, qu'on voit quelque chose d'un peu plus vulnérable, d'un peu plus vrai, sans carapace, sans filtre en fait. Et je pense que quand j'étais petite, puis adolescente, certainement, si j'avais eu l'occasion d'entendre les artistes que j'admirais, les personnalités que j'admirais, me raconter ce qu'il y a derrière, ce qui n'est pas mis en lumière quand on les voit sur les posters et tout ça, mais leur complexe, ou on va dire des choses beaucoup plus simples et humaines, j'aurais été moins complexée moi aussi, j'aurais moins fantasmé ou idéalisé quelque chose qui n'existe pas et j'aurais eu une image plus juste et plus humaine de la beauté. Donc je me serais mieux acceptée. Et du coup, je me suis dit, mais j'adorerais organiser ça. J'adorerais que des artistes se prêtent à l'exercice. Et je suis hyper heureuse de voir que ça peut se faire, que le Grand Rex y ait cru. Voilà, c'est un projet assez fougueux. J'ai eu l'idée, je l'ai fait. Mais c'est pas mon métier à la base, mais on va voir. Les gens vous suivent, Laurie. Ouais. En tout cas, il y aura des performances live, concerts, danse, talk, sketch. Il y aura surtout beaucoup de gens qui suivent l'événement, qui vont être au cœur de cet événement. Louane, Joyce Jonathan ou encore d'autres artistes. Bien Dites-nous sûr, qui sera de la partie. Eh ben, il y aura beaucoup de monde, effectivement. Teamed Up, Anna Chédid, dont le nom d'artiste est Nash. Voilà, il y aura aussi Simon, justement, dont on parlait tout à l'heure, une chanteuse qui s'appelle Alma, Tessa B, Enchantée Julia, Reine. Il y aura Elise Goldfarb et Julia Layani en tant que communicante, j'avais envie de les entendre là-dessus. Charles de Villemorin, qui est un créateur de mode formidable et qui a d'ailleurs réalisé 2 de mes clips, parce que je trouve que c'est intéressant justement d'avoir la vision d'un créateur de mode qui lui va façonner le vêtement qu'un corps qu'un corps va porter. Il y aura Alice Pfeiffer qui est une beaucoup d'artistes. Voilà, beaucoup d'artistes. Il faut dire aussi que derrière tout ça, il y a aussi une volonté inspirée de vos titres février 91, mai 2018 que les auditeurs, que je recommande aux auditeurs d'aller écouter parce que c'est un peu comme des journaux intimes de votre vie à laquelle on peut s'identifier. Vous allez en parler dans cet événement. Quelle est la volonté profonde aussi de cet exercice ? Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose de salvateur pour moi, c'est vrai. Parce que je pense que quand on a traversé une anorexie mentale, c'est à un moment donné, c'est le seul sens que j'y vois, c'est surtout quand ça va mieux et qu'on en sort, c'est pour le raconter et pour donner de l'espoir à ceux qui le traversent. Moi, je sais que ce sont des témoignages beaucoup qui m'ont sauvée. Donc, je me suis dit, une fois que l'anorexie m'a quittée, qu'il était temps de la raconter, déjà de l'assumer, puisque j'ai mis très longtemps à l'assumer, et ensuite de la raconter et de raconter ce qui se passe après, et que c'est possible en fait d'aller mieux, et surtout de raconter peut-être une réalité qu'on n'entend pas nécessairement, mais que on croit toujours que c'est, même si on nous dit souvent mais c'est pas tout blanc ou tout noir, mais en fait on est vachement formaté dans quelque chose d'assez binaire. Et moi je trouve que c'est intéressant d'entendre des gens qui racontent qu'en fait ils sont pas toujours ok avec leur corps, que parfois c'est vrai, ils ont des complexes qui les poursuivent tellement qu'ils ont besoin de mettre un filtre, de se maquiller, de machin. En fait, on nous bassine vachement le truc de oui, mais une fois que t'es ok avec toi, pour réussir ta vie, il faut que tu sois enfin affranchi de tout ça. C'est vrai, ce serait super, mais c'est pas la réalité, pas tout le temps. Et j'ai envie qu'on entende des gens nous le raconter. Et les artistes souvent me disaient oui, mais moi tu sais, c'est un sujet délicat et tout. Et ben justement parce que c'est délicat, c'est super bien. Parce que comme ça, on complexera moins les gens, en fait, d'entendre ce genre de choses. Donc c'est pour ça aussi, et moi j'ai compris ça en finissant, en tout cas en guérissant de cette anorexie-là. Donc voilà, je dirais que c'est salvateur à la fois et
Et effectivement, ça s'inscrit beaucoup dans mon histoire personnelle, mais en même temps, c'est, je crois, aussi un thème qui de plus en plus est abordé. J'aime bien l'idée qu'une génération un peu plus nouvelle ou plus jeune ou plus, voilà, d'artistes s'empare de ce genre de thème qui n'a pas été un thème principal ou majeur traité par les générations précédentes. Vous savez, Laurie, dans cette émission, j'ai une théorie qui a été faite au fur et à mesure du temps. Je ne sais pas si on peut dire une théorie, mais disons-le comme ça, j'aimerais avoir votre avis. La réussite, à mon sens, c'est un petit peu le lot des personnes impopulaires et de ceux qui ont souffert. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? J'aime beaucoup cette vision des choses. En effet, c'est vrai, parce que ça fait que déjà il y a un propos. Du coup, quand on souffre, il y a quelque chose à dire, ça forge quelque chose. Et puis effectivement, la souffrance fait qu'on a une niaque, une envie, un truc en plus pour réussir mieux encore. C'est vrai. Et on comprend qu'il y a encore